Alors, je suis une Suédoise avec un cœur québécois et un accent québécois. Merci beaucoup. Merci. Soyons plus intelligents que ceux qui décident des règles du jeu de société qu'on joue, qu'on accepte de jouer. Alors, j'aime bien, Richard, merci, je te trouve super drôle. Puis en plus, j'aime bien comprendre un peu mieux les règles du jeu de société qu'on a accepté de jouer. Mais ces gens-là qui décident de ces règles, ils ne sont pas ici dans la salle, alors on ne peut pas parler d'eux. C'est libérateur de parler d'eux, mais en thérapie, quand un client arrive devant moi puis qui commence à me parler de son conjoint ou des patrons, de ceux dont il se plaint, bien, je leur dis « Désolé, il n'est pas là. Alors, si tu veux, on va parler de toi. » C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de nous. Je prétends aussi que, parce que les règles du jeu de société, vous comprenez que je me moque un peu parce que ils possèdent les terrains du jeu de Monopoly, puis en plus, ils décident au fur et à mesure des règles. Alors, je ne sais pas, c'est quoi qui vont nous sortir, la prochaine règle. Je prétends aussi que nous participons à ce jeu-là en l'acceptant et que ceux qui ne l'acceptent pas, bien, ils ne sont pas dans la salle non plus. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, quand le jeu de société devient trop plate, qu'on dit chez nous, bien, on arrête de jouer. Puis ça s'en vient plate en tabarouette. Vrai, hein? Alors, soyons plus intelligents que... Eh, où la petite machine? Je vais vous parler d'intelligence. La commande qu'on m'a donnée, alors je ne sais pas, il y en a qui me connaissent ici dans la salle, vous savez qu'habituellement, je parle de choses qui nous rendent, qui nous donnent de l'espoir. Mais la commande qu'on m'a faite de Stéphane, c'était « Explique-nous, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui fait que, je vais formuler ça comme ça là, en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'on continue de jouer aux jeux de société? » Alors, ça ne sera pas nécessairement heureux, ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler de l'intelligence. Puis je vous présente comment ça marche. C'est comme ça? Oui, OK. Alors, je vous présente Microplasma genitalium. C'est la réponse qu'on m'a donnée quand j'ai posé la question à Internet, à Google, quel est le plus petit être vivant? Parce que tous les êtres vivants ont une intelligence de la vie. Et l'intelligence, on s'est fait avoir parce qu'on l'a confondu, au quotient intellectuel, vous savez, c'est juste un test qu'on a biaisé pour vous dire si vous êtes intelligent ou pas, mais 2, on a confondu l'intelligence à l'acquisition de connaissances, ces connaissances acquises en allant à l'école, dans un programme qui est subventionné par ceux qui font les règles du jeu de société. Alors, je reviendrai sur l'école que je connais bien. En passant, il n'y a aucun mot dans ma présentation PowerPoint, il n'y a que des images, mais je tiens quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas, à vous rassurer que je suis un professeur d'université. Chez nous, on dit professeur titulaire. Titulaire, c'est le plus haut grade qu'on peut avoir à l'université. Alors, même si j'ai l'air de rien comme ça, je suis très intelligente. Plus que j'en ai l'air, donc. Et c'est pour ça que je vous parle d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est pas ce qu'on pense. Alors, j'ai envie de vous parler d'intelligence de la vie qu'on possède tous. Alors, quand on cesse de jouer aux jeux de société, on retrouve notre intelligence. Et depuis le début de cette crise, je suis redevenue intelligente, en fait. J'étais seulement instruite avant. J'étais un bon prof, un bon citoyen, une bonne personne. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence de la vie? Et c'est ça, je réfléchis avec vous. Je fais ça depuis 4 ans. Je réfléchis en public avec vous, sans prétention. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce qui fait que les gens sont tombés dans le panneau, en supposant que nous, on ne l'est pas tombés? Je vais vous prouver le contraire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que nous, au contraire, on était ce qu'on a appelé éveillés, conscients? Et on pourrait donner un mot à la réponse à cette question. Et je vais vous proposer aujourd'hui le mot instinct.
instinct de vie. Alors, je vous parle de ce que c'est l'intelligence de la vie à partir de 2 exemples. Je vous dirai tout à l'heure, on est tombé dans 4 cultes. On a fait 4 erreurs en pensant à l'intelligence. Alors, vous voyez, là, l'acétate, c'est danser avec un partenaire et jouer au baseball, frapper au baseball, pour parler de l'intelligence de la vie connectée à la réalité. Alors, un des problèmes, une des erreurs qu'on a fait, c'est qu'on a supposé que l'intelligence se situait seulement ici, là, dans le cerveau, alors que l'intelligence de la vie est située dans tout notre être. Et l'exemple de la danse avec un partenaire, ça vous montre bien qu'on peut raisonner un peu, mais pas trop longtemps. Parce que si on le fait trop longtemps, on va perdre le contact avec notre corps, avec le partenaire. Alors, pour bien danser avec un partenaire, on a besoin d'utiliser notre cerveau, notre corps et notre cœur pour ressentir la musique et bien danser. Vous me suivez? Ça, c'est l'instinct, l'intelligence de la vie. Puis en parlant d'instinct, je trouve qu'on est très méprisable aussi, les humains, parce qu'on a discrédité l'instinct en disant « ça, c'est pour les animaux ». Nous, on est intelligents. Nous, on a de l'intuition. Je prétends qu'on a de l'instinct et d'ailleurs, malheureusement pour vous, ce que je vous raconte là, fait partie d'une conférence qui est beaucoup plus longue que je donne à travers la tournée que je fais et qui commence aujourd'hui, Pierre. Et je vais parler de ce pouvoir instinctif qu'on a, qui est présent. Mais ici, je n'en parlerai pas. Alors, je ne parle que des mauvaises nouvelles ici, aujourd'hui. L'autre exemple, il est encore plus parlant, puis je vais vous dire que je peux en parler parce qu'en plus d'être intelligente puis d'être prof titulaire, j'ai joué au baseball au niveau de l'élite. J'ai fait ça. C'était la balle molle. Nous, les filles, on n'avait pas le droit de jouer au baseball, mais on jouait à la balle molle. Et donc, je sais très bien ce que c'est de frapper une balle et faire un coup de circuit. Je sais ce que c'est. Et on vous a mis dans la tête que c'est un peu comme mécanique ou de la chance, à la limite, mais le baseball professionnel, ce qui se passe pour frapper une balle, c'est qu'il faut être capable de raisonner un peu, c'est-à-dire percevoir avec nos sens le moment où la balle, c'est une fraction de seconde, hein, le moment où la balle sort de la main du lanceur, ça va très, très vite, hein, jouer professionnellement, et là, bouger le corps et arriver à faire en sorte que le bâton frappe à la bonne place la balle. Ça, c'est de l'instinct. C'est de l'intelligence de la vie qui demande d'être capable de savoir ce que c'est le baseball, mais d'être dans son corps. Il y a un peu moins de cœur, mais on met du cœur à l'ouvrage à notre bâton. Ça, c'est l'intelligence de la vie. Je vous en parle parce que j'ai le sentiment qu'on joue un jeu de société et qu'on est à l'extérieur de la vie, de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans 4 cultes reliés à l'intelligence. Et le premier culte, on en est tous atteints, on fait partie d'une secte ici, surtout nous, les scientifiques, c'est le culte de l'intellect. Alors, je vous dis, on a pensé vraiment que l'intelligence, ça se situait que là. Et le culte de l'intellect, c'est un peu comme si on était devenu, on parle de transhumanisme, mais ça nous fait rire parce qu'on est des robots pensants. C'est ce qu'on est. Notre valeur est attribuée à nos connaissances, à notre cerveau. Mais en fait, on est un peu comme des girouettes. Vous savez, une girouette, là, c'est pas enraciné, si on peut dire, ou très peu. Alors, ce qui fait que maintenant, on est très facilement manipulable parce qu'on reste là. À la limite, les Africains qui n'ont pas été à l'école le sont moins que nous. Alors, c'est le culte de l'intellect. Puis je sais que je peux blesser. En passant, je dis quand j'enseignais aux futurs psychologues, je leur disais, on n'est pas là pour se faire aimer des gens qui viennent nous consulter, on est là pour dire ce qu'on pense. Alors, j'ai beaucoup pensé ces années-ci. Et je constate qu'on est un peu en prison dans notre intellect et pas très en contact avec notre cœur et notre corps qui possèdent une vérité aussi. Alors, le deuxième culte, c'est le culte de l'excellence. Et nous, les complotistes, on est tombés là-dedans. Parce que vous savez quoi? On nous a mis aussi dans la tête que la meilleure chose à faire, c'est d'en savoir beaucoup, 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 beaucoup. Surtout sur votre domaine de spécialité. Et là, d'en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la situation actuelle. Alors, on a passé des heures et des heures et des heures devant notre écran
à vouloir tout savoir sur la situation. Moi aussi, j'ai fait ça. C'est le culte de l'excellence. Et quand je vous dis ça, je sais que je provoque en nous la dissonance cognitive. Parce que vous n'êtes pas, et nous ne sommes pas prêts à lâcher prise de ce culte-là. Alors, il y avait Donald Winnicott, qui est un pédiatre, qui travaillait avec les parents, qui étaient comme nous, qui voulaient tout savoir sur le développement de l'enfant avant même qu'il naisse. Puis il leur disait « just enough ». Juste assez. Puis vous comprenez comme parent que si on en sait juste assez, on va pouvoir le laisser, lui, vivre sa vie, faire ses expériences. On n'aura pas à prévenir, être dans la précaution. Robert, on en parle parfois de cette hyper-précaution qui fait qu'on ne se développe pas. Et pourquoi je vous dis ça, c'est étant donc dans le culte de l'intellect et de l'excellence, on a négligé une partie de notre capacité à percevoir ce qui est réel, pas dans le jeu de la société, ce qui est réel à partir de notre corps, de nos sens et de notre cœur. De cette petite voix-là qui parle, qui est votre instinct qui vous a dit « Oups, c'est étrange », ce qui est dit à la télé en ce moment. Cette étrangeté-là, c'est votre petite voix intérieure, votre instinct qui a parlé. Pas à partir nécessairement de votre cerveau, mais à partir de votre cœur et votre corps. Ça va? Troisième culte, je suis là pour vous confronter, nous confronter, le culte de la volonté. La volonté, on est très interventionnistes, nous les humains, malheureusement pour la Terre. Très interventionnistes parce qu'on nous a dit, c'est important d'être dans l'action, d'en faire le plus possible. Et je pense à Réinfo Québec aussi. Je disais aux futurs psychologues, quand vous sentez que vous en faites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ceux pour lesquels vous travaillez, c'est peut-être parce que vous devez arrêter un peu, ralentir, laisser l'autre faire aussi. Le culte de la volonté, c'est aussi d'apprendre qu'une des façons de savoir vivre, d'être dans la réalité, c'est de prendre du recul, Robert en parlait tantôt, et d'être dans un arrêt, dans un silence, dans l'observation. Dans l'observation. Je parlais hier avec Étienne, et puis je lui disais qu'est-ce que j'ai observé en regardant mon garçon jouer au hockey avant-hier, ou hier, je ne sais plus trop. Alors, regardez ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de gardien de la règle. Et ce qui s'est passé dans ma tête, c'est « Oh boy, ça va être le chaos. Qu'est-ce qui va arriver? » Voyez ce qu'on nous a mis dans la tête? Il n'y a pas de gardien de la règle, il va se passer le chaos. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les joueurs étaient amicaux, ils s'aidaient. Il y avait même le gardien d'un côté qui applaudissait l'autre parce qu'il avait fait un bel arrêt. Ils se sont donné des punitions. Ils ont arrêté le jeu. Quand une équipe a fait une erreur, parce qu'ils ont enfargé l'autre joueur, ils ont arrêté et ils ont été s'asseoir sur le banc des gens qui étaient punis. Ils ont fait ça. Il n'y avait pas de gardien de la règle. J'étais en Suède, et c'est bien parce qu'en Suède, la seule différence, il y avait ces contraintes-là de confinement et de distanciation sociale obligatoires. Mais ce n'était pas obligatoire. En fait, non, excusez-moi, c'était recommandé et il n'y avait pas de policiers pour donner des amendes. Et c'était la grande différence. Les gens avaient le choix et la responsabilité de leurs décisions. Alors, c'est une observation que j'ai faite avant-hier sur ce phénomène-là qui confronte les théories qu'on a dans la tête, que ça va être le chaos s'il n'y a pas de policiers, s'il n'y a pas de contrôle des décideurs. Je suis un peu confrontante ici. Culte de la perfection, dernier culte. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'une carotte est parfaite? Oui. On hésite un peu quand même. Il y en a qui sont spontanés, impulsifs peut-être. Tantôt, je vais parler de perversion narcissique, tantôt. Une carotte est parfaite. Bien, pourquoi on peut hésiter? Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on a confondu la perfection à l'uniformité.
Et s'il y avait des entonnoirs dans lesquels nos carottes pouvaient pousser, bien, elles se vendraient mieux à l'épicerie. On achèterait mieux des carottes cylindriques. J'ai travaillé 25 ans à l'université, participé au comité de sélection des futurs étudiants. Il y a 25 ans, le critère pour accepter un étudiant futur psychologue, c'était est-ce qu'il s'actualise, est-ce qu'il est capable d'être conscient de lui-même? Parce qu'on supposait que s'il le fait pour lui, il va peut-être pouvoir le faire. C'est une bonne partance, disons, pour le faire et aider quelqu'un à le faire. Il y a 25 ans. Le critère de sélection des étudiants au doctorat, maintenant, le premier critère, va-t-il se soumettre à notre enseignement? Est-ce qu'il va nous causer du trouble comme professeur? L'uniformité. Est-ce qu'une feuille est parfaite? Elle est parfaite. Nous sommes tous des feuilles. Je marchais à l'automne, je regardais les feuilles, elles me semblaient toutes différentes. Et je me suis aussi posé cette question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre, nous, étant tous, chacun différents, pour s'entendre dans un monde qu'on veut différent aussi? C'est un méchant défi. Alors, une des réponses que je me suis donnée, c'est peut-être qu'on peut tout simplement offrir notre différence, notre talent, notre compétence, notre personnalité, mais communiquer entre nous à partir de quelque chose qui est semblable, qui est le tronc duquel on vient, le tronc de l'arbre. Alors, c'est un symbole, c'est métaphorique, mais pour moi, c'est une réponse. Est-ce que je peux vous offrir ma différence, mais qu'une fois que je suis devant vous, je peux me situer dans le tronc, ce qui est semblable, qui est cette source de vie, qui est pour moi l'amour. L'amour qu'on a tous, qui est l'affaire la plus importante pour nous sur la Terre. Voilà. Je continue. Alors, nous vivons dans un ère de représentation virtuelle. Les écrans de télé, les écrans ici là, qu'on a, là, les petits téléphones, les ordinateurs. Mais ce n'est pas ça seulement. J'ai envie de vous parler de quelque chose que je connais bien. Tout ce qui est virtuel, toutes ces histoires qu'on nous a racontées dans les livres et même les livres de sciences. Tout ce qui est virtuel, c'est aussi la culture. J'étais à Marseille pour aller voir Philippe. Et à Marseille, dans l'aéroport, j'ai vu une affiche, c'était marqué « Sans culture, la société peut faire ce qu'elle veut de vous ». Quel paradoxe! Comprenez-vous? La culture fait ce qu'elle veut de vous parce qu'on joue aux jeux de société. Non, mais c'est paradoxal. Alors, cette représentation virtuelle, si je voulais prendre des termes de psychologue, je dirais, elle nous ramène, nous les adultes, au stade préopératoire qui se trouve avant 2 ans. Parce qu'avant 2 ans, quand on lit une histoire, qu'on raconte une histoire à un enfant, il nous croit. Il ne fait pas de différence encore entre ce qui est raconté et la réalité. Et on est là. Alors, et vous savez, les messages répétitifs dans tous ces médias, dans toutes ces représentations virtuelles, les messages répétitifs nous placent dans un état d'hypnose, de transe qui nous ramène constamment à ce stade-là. Je vous raconte une anecdote aussi. J'étais en Suède et puis je prenais des vidéos parce que j'étais sous un choc post-traumatique. J'arrivais du Québec où on commençait à porter les masques. J'arrive en Suède et je suis tellement contente que je montre à tout le monde, regardez, c'est comme ça que ça se passe, les gens n'ont pas de masque. Je montre ça. Puis là, j'en prends d'un centre d'achat, je m'en vais dans les cafés, il n'y a rien de ça. Et là, j'ai un collègue, professeur d'université, retraité comme moi, qui m'envoie un courriel en me disant « Lucie, c'est faux ce que tu dis. La preuve, voici un article de la presse qui parle de la Suède. »
stade préopératoire. Je vais vous présenter. Ça s'appelle, bon, c'est une image, mais l'échelle d'inférence. J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. L'échelle d'inférence, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que les médias traditionnels, il n'y a pas que les médias sociaux. En fait, je me demande, mais pourquoi je fais ça, tout ce qu'on fait, là, tout ce temps-là qu'on consacre à cette cause, si on peut dire. Pour moi, c'est pouvons-nous sortir du jeu de société parce que rendons-nous compte qu'on vit dans un monde de représentation virtuelle et d'information, qu'elle soit politique, légale, scientifique. Et ces informations-là nous influencent. Puis je vais pas en parler, mais de l'arrogance qu'on a à défendre nos idées. Alors que, selon l'échelle d'inférence, plus on a d'idées, plus on développe des théories comme scientifiques. En fait, une théorie, ensuite, il y a une autre théorie qui succède, parce que vous savez, c'est quoi le critère numéro 1 pour obtenir une subvention en recherche? Je peux vous le dire parce que je participe à des comités pour offrir des subventions aux chercheurs. Critère numéro 1, est-ce que votre recherche se situe dans la prolongation des connaissances antérieures? Et sinon, vous n'avez pas votre subvention. Alors, cette échelle d'inférence, elle fait qu'on s'éloigne de la réalité. Cette réalité si simple, si belle, dont je parle dans les conférences dont vous n'aurez pas accès aujourd'hui. Alors, on est devenus, nous, les scientifiques, un peu comme des journalistes. Je dis les érudits, excusez-moi, les érudits que nous sommes comme des journalistes parce que nous rapportons les livres d'histoire. Et on se trompe parce qu'il y a certainement, en partie dans ces livres d'histoire, des mensonges autant que dans les médias. Parce que les livres d'histoire sont écrits par des chercheurs qui sont subventionnés. Comprenez, vous me suivez? Bon. Alors, je ne vous en parlerai pas, là, mais je pourrais parler longtemps de l'arrogance, de notre arrogance à défendre nos idées. D'ailleurs, j'étais très impressionnée par le fait que juste une idée pouvait faire en sorte qu'on se querelle avec des amis, avec des collègues. Et j'étais aussi impressionnée par l'autocensure qu'on se fait mutuellement. C'est-à-dire qu'on s'est fait traiter de complotiste, puis maintenant, on a d'autres mots pour traiter une personne qui remarque avec ses sens que la Terre n'est pas tout à fait comme c'est raconté dans les livres d'histoire scientifique. Je ne sais pas si vous voyez, on utilise des termes pour fermer la réflexion et le dialogue. Alors, l'arrogance, j'ai des petites histoires, mais je ne vous en parlerai pas. L'ego pour moi, c'est l'obstacle majeur. Quand on est pris dans nos égos, d'ailleurs, si on voulait comprendre l'ego, si on voulait le comprendre, ben, il faudrait faire une thérapie puis parler de son ego. Parce que c'est sûr que c'est l'ego qui fait que ces êtres-là, qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ben, pognent à une influence qui est souvent financière, mais aussi... Vous savez, comprenez que quand on a permis à Legault ou à Arruda, dans ce temps-là, de s'adresser à vous, à la population, une fois par jour, puis de voir que la population, elle obéissait, mais c'est grisant, puis tu ne veux pas perdre ce pouvoir-là. Alors, on a utilisé leur ego. La désirabilité sociale, on en a parlé beaucoup. Et puis, finalement, le mépris. Mais j'insiste sur le fait qu'on a accepté ce mépris. Parce que notre message, en nous soumettant à ce jeu de société, c'est de dire, vous avez raison de nous mépriser. Continuez. Ce qui est intéressant avec des lois qui viennent de plus en plus absurdes et malsaines, c'est qu'on n'a plus le goût de jouer au jeu de société, puis on décide de se lever de la table, puis de sortir de la pièce. C'est ce que je nous souhaite. Est-ce que vous voyez? Je cherchais une bande dessinée pour parler d'absurdité. Parce que mon réflexe à moi, c'était de dire, ben là, ça va trop loin, là, c'est absurde, là. Quand Salut Bonjour, moi, je respectais cette émission, jusqu'à temps qu'on nous dise, ben pour faire l'amour, il faut porter un masque, là, j'ai décroché. Et
pas très récemment, mais quand même, je suis tombée sur une entrevue de Jérémy Mercier avec Ikaros, qui fait Corona Circus. Et on parle d'absurdité, mais ça va très, très loin. Puis ça m'amuse parce qu'il y en a qui le savent, que je prétends que tout ça, c'est un vrai spectacle. Et puis il y a des personnages, puis on a encore des gens qui s'accrochent à ces personnages-là. Puis là, je ne rentrerai pas dans les contenus parce que je ne veux pas faire de chicane. Mais je vais vous parler de mon expérience. Vous la connaissez, tout le monde, les Québécois, on connaît ce film-là. La Grande Séduction, c'est un petit village et puis ils sont tellement éloignés qu'ils mettent en place un grand scénario pour attirer un médecin. Et c'est mon expérience et que j'ai eu l'impression, oh boy, c'est vraiment un grand scénario. Et ce scénario-là m'a fait vivre une grande déception par rapport à toutes les institutions, toutes. Alors, je n'y crois plus du tout, mais je crois en nous. C'est ça la différence, je crois en nous. Alors, je vais vous parler, donc, je vous disais, je l'ai déjà dit, c'est quand cette crise a commencé, mon premier réflexe avec les contraintes qu'on nous exigeait, je me suis dit, attends, ils n'ont pas consulté de psychologue parce que ça allait causer tellement de tort que, vous savez, j'ai réfléchi un petit peu, puis là, je me suis dit, oh boy, ils ont consulté des psychologues, c'est clair. Alors, je vais essayer de vous partager ce que je sais de façon très, très simple et qui explique comment ça se fait que ça marche puis qu'on continue de jouer au jeu. Et dans mon enseignement, je disais aux psy, quand vous rencontrez un client, sachez qu'il a la recette de son problème. Il a la recette. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vit de l'anxiété, l'ingrédient principal, c'est une vision catastrophique du futur. Je le dis parce qu'on est tous atteints d'anxiété, là, ces temps-ci. Et c'est cet ingrédient-là qui explique l'anxiété qu'on peut vivre. Alors, quand on participe à générer les très grandes mauvaises nouvelles qu'il y a, on participe à l'anxiété sociale qu'on peut vivre ensemble. Alors, je vais vous expliquer des concepts en psychologie qui expliquent ce qu'on vit et la recette qui est utilisée en ce moment. Parce que ces gens-là connaissent la nature humaine, qui est très bonne, cette nature humaine. En fait, tout ce qu'on nous a mis dans la tête en psychologie, c'est en grande partie faux. Et on a tellement discrédité ce qui est de l'ordre de la nature humaine qu'on ne se croit plus des gens bons. Et on n'ose plus être gentil, d'ailleurs. On dit, on va se faire avoir. On a besoin de contrôle. On a besoin d'un gardien des règles parce que sinon, c'est ça. On n'est pas des bonnes personnes. Les médias, les représentations virtuelles nous ont mis dans la tête qu'on était des gens aliénés, en fait, et on n'est pas ce qu'on raconte qu'on est. Bon, alors, un premier principe qui a permis de garder le jeu de société, c'est l'attention, tout dans un mot, là, l'attention. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette attention? C'est aussi simple que, vous savez, on dit en physique quantique, nous sommes énergie. Alors, dans notre monde intérieur, nous sommes énergie, comme dans le monde extérieur. Et quand un adolescent porte attention à son bouton sur le nez, ce bouton se transforme en perte de confiance en lui. Et c'est vrai, hein, mais on n'est plus comme ça. Nous, on est des adultes. Alors, je vous donne un exemple pour les adultes. Imaginez que vous êtes à la plage, vous en profitez. Et là, dans votre esprit, tout d'un coup, vous vous mettez à penser à un problème vécu dans votre travail ou en relation. Alors, cette émotion que vous vivez intérieurement transforme votre perception de la réalité dans ceci. C'est une caricature, mais comprenez-vous que votre expérience intérieure, donc toutes les informations qui circulent visent, et les peurs, visent à transformer votre perception du monde dans ceci. Et dans la conférence à laquelle vous n'aurez pas accès, là, ici, j'explique en plus que non seulement on change nos perceptions, mais on crée la réalité. On la crée littéralement. Alors, si je reviens à l'ingrédient principal qui explique pourquoi on reste dans le jeu de société, j'appellerais ça le divertissement. On en a parlé tantôt. C'est pas que les films, là, hein, vous comprenez, le divertissement. Qu'est-ce que c'est? C'est que du matin jusqu'au soir, si vous observez, si vous réfléchissez à quelles sont vos préoccupations, à quoi vous pensez, du matin au soir, je dirais 90% de vos préoccupations portent sur le jeu de société.
pas sur la réalité. Si bien que vous allez passer votre vie, nous allons passer notre vie, et au moment de notre mort, si on a la chance de le savoir avant, vous allez réaliser que vous avez passé votre vie à penser à quelque chose, à des choses qui ne sont absolument pas importantes le jour de votre mort. Grâce au divertissement. On a rempli notre univers de ce divertissement-là. Tout. Vous vous levez en pensant à quoi? Est-ce que vous allez faire comme travail? D'ailleurs, je vais en parler tantôt. Quand plus jeune, je me disais, il n'y a pas un animal qui se réveille avec un réveil, là, avec un cadran. Puis à partir de ce moment-là, vous vous mettez à vous en faire pour tout ce qui est important dans ce jeu de société et qui, je dirais à la base, porte sur l'argent-dette. Tu sais, on est conscient, on en a parlé tantôt, là, de ceux qui fabriquent l'argent. Donc, le divertissement, c'est l'ingrédient principal. Le divertissement et tout ce que je vous raconte, ça peut être utilisé de façon positive. Quand votre enfant a un bobo sur le genou, vous le divertissez parce que vous savez que s'il porte trop attention à ce bobo, ça va virer en crise. Bien, c'est le délire social qu'on a vu là, dans les dernières années, parce qu'on a porté l'attention avec les médias qui nous rapportaient cette crise-là continuellement. Alors, il y a une autre... Ah oui, je vais vous faire un test. Il faut bien comprendre mon propos. Mais vous comprenez ce divertissement-là? Bien, s'il y en a qui ne comprennent pas, je vous soumets à un test. Alors, je vous l'explique un peu parce que c'est en anglais. Vous allez voir à l'écran de l'ordinateur 2 équipes. Une équipe qui a un T-shirt blanc, puis l'autre un T-shirt noir, puis un ballon. Et puis, on vous demande, c'est une conseil, puis je vous demande, ceux qui connaissent le test, de ne pas réagir. Mais on vous demande de calculer le nombre de passes de l'équipe avec le chandail blanc. Puis après, je vais vous poser la question, combien il y a eu de passes? Ça va? On vous explique un peu en anglais, puis ça va commencer. Oups! Si je comprends bien, il n'y aura pas de son, hein? Il n'y a pas de son, hein? Toi, t'en as, Étienne. Oui, tu vas avoir du son dans quelques instants, je pense. Ça va pas long. C'est pas grave. Oh! Avez-vous commencé? Attendez, je le recule. Comptez le nombre de passes. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the ball. Ah, est-ce que vous l'aviez? 16 oui. passes? Il y en a qui l'avaient? Moi, j'ai eu 15. À peu près? 15, 16? 15. OK. Moi, j'ai 15. 15, 16? All right. Et levez donc la main, ceux qui n'ont pas remarqué le gorille. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas remarqué le gorille. Là, vous vous dites, de quoi elle parle? Le gorille. Merci, Stéphane, d'être notre cobaye. Le gorille. J'ai jamais vu de gorille là-dedans, moi. Je vous repasse la vidéo, d'accord? OK. Observez le gorille. C'est quand même pas petit, un gorille, là. Le gorille. Incroyable. On ne l'a pas vu. Hein? Ils nous la mettent à la bonne place. C'est ça que ça veut dire. J'ai juste rewindé. C'est la moitié à peu près qui ne voit pas le gorille. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas fous, là. Mais comprenez-vous, le gorille, c'est notre pouvoir
réel, personnel et social. Mais comme notre attention est tout le temps centrée sur tout ce qu'on a à défendre, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous préoccupe, bien, on ne voit pas ce pouvoir réel qu'on a. Et puis les fins finaux qui ont vu le gorille, avez-vous remarqué le rideau qui a changé de couleur? Elle est bonne, elle est bonne. Ah, wow. This is a test of selective attention. Regardez le rideau. Avez-vous remarqué qu'il y a un joueur de chandail noir qui est disparu? Il y en a. Gorille, changement de couleur de rideau. Changement de couleur, voilà. Oui? D'accord? C'est très simple. Et vous vous demandez pourquoi constamment on entend COVID, pourquoi maintenant constamment on voit CO2 partout. C'est votre attention qui est attirée vers quelque chose qui n'est absolument pas l'enjeu, à mon avis, honnêtement. C'est la réalité. Est-ce qu'il me reste combien de temps, là? Oh, 10 minutes, OK. Alors, je vous soumets un autre test. Qu'est-ce que vous voyez? 2 lignes, un cercle? Un cercle. Ce test est pour vous montrer que la réalité, ce sont 2 lignes courbes, mais ce qu'on voit, nous, parce qu'on a un réflexe de combler l'information qui nous manque par quelque chose qui est un cercle, parce que dans notre éducation, on a parlé de cercle. Alors, comprenez que ce qui se passe en ce moment, c'est toute cette information qui circule, n'existe pas, on va dire, ne fait pas partie de la réalité et nous permet de combler et donner un sens à cette image-là. Alors, en ce moment, il y a une tonne d'informations qui complètent l'image qu'on a de la réalité et qui fait qu'on s'obstine continuellement à partir de ce qui n'existe pas, qui sont ces idées, ces informations qui circulent. Mais ça ne fait pas partie de la réalité. Alors, j'avance rapidement, j'aime bien cette image-là, mais si je la laissais, là, vous vous endormiriez, là, parce que je vais l'arrêter. J'ai réalisé, moi, dans les derniers 4 ans, que nous sommes des animaux domestiqués. On se lève avec un cadran, à la limite, on se verse nos graines dans le bol, puis on doit rentrer au travail, assis, couché, puis le problème, c'est que quelqu'un me demandait, est-ce que ça va être long à changer? Bien, c'est très simple, mais ça va être long. Pourquoi? Parce que cette domestication commence à l'enfance, quand on met nos enfants à l'école. Alors, regardez ce qui se passe. L'enfant, là, on lui demande à 4 ans ou à 5 ans de s'asseoir toute la journée, comme vous le faites. Là. D'ailleurs, vous êtes bien élevés, vous êtes bien instruits. On leur demande de s'asseoir et pendant des heures, des semaines, des années, d'être assis à écouter un tiers qui lui dit « voici la réalité ». Puis s'il y avait un chien, mettons, dans la salle, dans la classe, savez-vous quoi? Il se plaindrait, il tolérerait pas ça. Puis à la limite, peut-être pour le mieux pour lui, il tomberait endormi. Mais nous, on dit aux enfants « restez réveillés ». Ça fait que pourquoi je dis ça? C'est que souvent, on parle du contenu qui est faux. Le contenu, c'est le programme, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas juste le contenu qui est le programme, c'est la forme, le format. Les enfants qui ont vécu l'école sont devenus, évidemment, des adultes passifs. Comprenez que l'enfant qui n'a pas le goût d'être assis, on lui dit « ne respecte pas et n'écoute pas ton corps ». Lui, est plus important que toi. Et ça, lui, ça devient le politicien, ça devient le juge, le psychologue. Vous comprenez ce qui s'est passé? Alors, c'est une programmation qu'on dit. Une programmation qui vous dit « le jeu de société est plus réel que la réalité ». On est des animaux immatures. On parlait d'infantilisation tantôt. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec l'Église. En tout cas, à mon époque, l'Église nous a dit, si tu n'es pas un bon paroissien, une bonne citoyenne, moi j'allais à la messe tout le temps, eh bien tu vas aller en enfer, tu as fait un péché, tu es une pécheur.
Et puis là, il y a quelque chose qui est arrivé dans mon corps, je me suis sentie coupable. Et cette culpabilité-là, elle existe tout le temps. Quand c'est le temps là, d'être hors la loi, qui est l'enjeu pour moi en ce moment, parce que, comme je vous dis, il faut sortir de la salle, arrêter de jouer aux jeux de société. Mais quand on vit ça, on a la culpabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour se libérer de la culpabilité, on a la déresponsabilisation. Alors, quand le politicien nous dit « fais quelque chose qui est absurde et malsain », on ne se sent pas trop coupable parce que c'est lui qui l'a dit. Parce que quand on était tout petit, le professeur, c'est lui qui avait la vérité. Pas toi comme enfant. Comprenez? On est immature, puis on continue d'agir de façon immature. Et puis, on est ce qu'une Australienne disait, « We are packed animals », on vit dans des cages. Vous l'avez dit tantôt, la cage, la porte est ouverte. Mais elle est confortable, la cage. Elle est confortable, pourquoi? Parce que, comment je vois ça, là? Mes réflexions des dernières années, je le sens, on a une énergie du vivant. Puis cette énergie, elle a besoin d'aller quelque part, alors elle est canalisée. C'est ce qu'ils font, ils nous canalisent l'énergie du vivant, puis ils nous offrent des compensations, puis ils nous offrent beaucoup de choix. Le paradoxe du choix, le je saute, là. C'est vraiment un paradoxe parce que c'est des souliers différents, mais c'est les mêmes propriétaires, puis les mêmes enfants qui les produisent, là. On a cru que le choix, c'était la liberté, alors que, paradoxe du choix, Barry Schwartz, qui a écrit « Ça crée de l'anxiété ». Quelqu'un qui habite dans un petit village, qui va dans une grande surface, et c'était terrible, là, l'expérience qu'il a, là. C'est pas agréable. Et il y a l'illusion du choix. Celle-là, je la trouve cute parce qu'on l'utilise avec les enfants. Alors, on dit aux enfants, tu as le choix. Soit tu te couches à 7 heures, puis là, bien, si tu acceptes ça, tu vas pouvoir te laver les dents, puis prendre ton bain après. Mais si tu décides, puis tu peux, là, te coucher à 8 heures, tu vas devoir tout faire avant. On est wise. Et pourquoi on est wise? Parce que lui, là, l'enfant, il croit qu'il a du pouvoir sur la situation. Mais en politique, on fait la même chose. C'est une illusion. Lucie, je veux dire, regarde. Lucie, je veux juste faire un commentaire. Ma fille de 7 ans est dans la salle. Oh, papa, il n'est pas mieux que le toi. Le truc ne marchera plus, là. Papa, il n'est pas mieux que toi. Ah oui, OK. Ben, elle le sait maintenant. Non, mais soyons plus intelligents, c'est ça l'idée, là. Elle va être plus intelligente que toi, plus vieille. C'est déjà le cas. C'est le cas. OK, je termine avec l'illusion du choix en politique. Je ne suis pas politicologue, là, mais je veux dire, pour moi, c'était évident. Là. Regardez ce qui se passe. On vous donne le choix entre deux partis, sans blague. Alors, il y en a un là, qui a dit un jour ce que vous vouliez entendre, puis vous l'avez élu. Puis là, pendant que lui, il règne, puis il fait ce qu'il veut, dans le fond, il y en a un autre qui arrive, puis à quoi servent les médias sociaux? Bien, ils vous surveillent. Puis là, c'est facile. Il y en a un autre qui dit ce que vous voulez entendre. C'est aussi simple que ça. Là, vous allez les lire. Puis là, il va aller au pouvoir, puis il va prendre la place de l'autre. Pourquoi? Il va faire pareil. Ça vous donne l'illusion du pouvoir, de choisir. mais l'idée, c'est, quand je dis soyons plus intelligents que ceux qui font les règles du jeu, c'est comprenez que ce qu'ils veulent, c'est vous faire croire que le système peut vous sauver. Le système, c'est bon, on peut rester dedans, dans le jeu de société. Puis l'autre, c'est de nous diviser, évidemment. Parce que ça, là, tu sais, souvent, quand on rencontre des gens au Québec, je me dis, avec nous, là, on pourrait faire un monde. On n'a pas besoin de retourner tout le temps dans le système. On peut tout simplement sortir comme Louis, c'est quoi ton nom au complet, là? Oui. Louis-Olivier. Sortir des ordres professionnels. Quitter son titre, qui est une prison, parce que c'est une étiquette, ça n'est une compensation qu'on nous a donnée en vous disant, toi, tu es un prof d'université, c'est ta valeur. J'étais assez contente quand on m'a pas mis dehors, mais on a parlé de moi dans les journaux, puis j'ai été discrétée. J'étais tellement contente de perdre mon titre. Je termine en vous, juste, je peux-tu? Tu es tellement disciplinée. Regarde le cadran, là. On parlait de cadran tantôt. Hein? Oui. J'étais très programmée, hein, moi, toutes ces années à l'université. Oui. Mais je finis, là. J'achève. Après, je m'en vais me cacher. Alors,
pour m'amuser, Ariane Bileran parle de paranoïa, puis je la trouve brillante parce que ce qu'on connaît sur les individus, on peut l'appliquer à une société. Je vais vous parler du lien qu'on a avec des pervers narcissiques, en supposant que notre société, là, les gardiens des règles et ceux qui décident des règles, ce sont un peu des pervers narcissiques. Mais j'ai pas envie de parler d'eux, j'ai envie de parler de nous, parce que eux, ce qu'ils font, là, écoutez bien leur jeu, c'est des toutous insécures qui ont besoin, comme chacun de nous, d'être flattés dans le sens du poil. Ils ont besoin de ça, donc ils vont vous mépriser pour retrouver leur valeur personnelle. Mais notre relation à eux, c'est de pogner lorsqu'ils nous offrent un semblant d'amour, un semblant de sécurité, puis un semblant de liberté. C'est juste du semblant, là. Ils nous disent, on vous aime tellement, population, qu'on va prendre soin de vous. Et pour faire ça, je vous donne plein d'exemples. Là, pour faire ça, on connaît vos besoins puisqu'on les observe. Puis là, on va vous offrir, grâce aux algorithmes, une réponse à vos besoins. On sait ce que vous pensez, donc on va vous offrir, grâce aux algorithmes, une confirmation de ce que vous pensez, qui vont vous laisser là, dans vos chambres d'écho. Puis vous n'allez pas vous entendre avec votre voisin grâce à nous. On vous aime tellement pour la sécurité. Je parle de la France ici. Alors, on ne voudrait pas que vous preniez de risques sur les autoroutes, alors on va mettre des radars. Et puis, on va mettre des caméras de surveillance. Puis, en France comme en Belgique, vous savez, c'est tellement transparent que c'est écrit avant de rentrer dans les autoroutes, là. Alors, pour votre sécurité, on vous surveille. Je vous jure, c'est écrit. J'ai vu ça. Et un semblant de liberté, on vous dit, vous pouvez vous marier, hein? Mais demandez-nous la permission. Vous pouvez bâtir une annexe à votre petite maison sur votre terrain, mais vous avez besoin d'un permis. Vous voulez aller à la pêche? Ben, c'est plaisant. On a besoin d'un permis. Alors, cette permission-là, cette soumission-là, et nous, on achète les permis. Alors, j'ai envie, moi, j'ai jamais été rebelle, tu le vois, là, je suis très, très docile, mais sincèrement, je pense qu'il faut arrêter d'accepter les règles du jeu, pas demander la permission. J'ai fini? J'ai-tu fini? Ben, non, mais j'ai fini. Deux bonnes nouvelles avant de finir. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, le jeu, là, il se termine vraiment quand vous allez mourir. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, comme je le dis souvent, là, on pourrait continuer à parler de ça, hein, de dénoncer le jeu de société. On pourrait le faire, mais pour moi qui aime bien le hockey, ça serait un peu comme si on passait notre temps à défendre notre but, OK? À dire, non, on défend notre but. Bien, tôt ou tard, c'est vrai que je pense qu'il faut compter des buts, ou encore réaliser que l'arbitre, là, il est vendu. Il est vendu, puis le mieux qu'on puisse faire, c'est peut-être sortir de la patinoire puis faire notre jeu à nous. Oui, c'est ce qu'on va faire justement ici. Et je t'embrasse, merci. Yeah! T'étais super. Ah, c'était extraordinaire. Hey! Lucie Manuel, mesdames et messieurs. Yes, sir! Yay! Yes, sir!